en deux mots, c'est effectivement, on est 95 000 dans le monde. On a 3 métiers, conseil, intégration, externalisation. En France, on est 2500. Et moi, je m'appelle Gilles Viennois, je suis directeur donc, au sein de CSC. Je m'occupe de tout ce qui est CRM et intimité client. Donc, on va le voir par rapport à mes prédécesseurs, très intéressant et très profond sur le sujet. J'ai un regard un petit peu différent, peut-être. Et j'ai une expérience, bien sûr, plus large, même si elle est moins profonde que celle qu'ils vous ont montrée. Donc j'espère que ça vous intéressera autant qu'ils vous ont intéressé. Donc, quand on parle d'esprit de service, qu'on a des mauvaises expériences, on parle souvent de grandes sociétés. Vous avez Hervé Maz a parlé de la RATP et d'ADP qui fait donc beaucoup d'efforts. Et quand nous, on fait un baromètre intimité client chaque année, qui a lieu le 31 janvier cette année, enfin l'année prochaine, auquel vous êtes tous invités si vous souhaitez y venir. Et quand on interroge par contre les clients finaux sur leurs bonnes expériences, souvent, ils parlent de petites structures, d'artisans, de commerçants, etc. Donc sur cette base-là, j'ai essayé de construire ma présentation, peut-être un peu plus ludique, pour finir, parce que je savais que je passais en dernier, donc je me suis dit, il va falloir être un peu plus ludique. Alors, donc qu'est-ce que j'ai pris comme exemple? J'ai pris l'exemple de Madame la bouchère. Donc, dans un parcours client, quand vous arrivez, c'est elle qui vous accueille. Alors là, j'ai essayé d'illustrer des bonnes pratiques et les méthodologies que la bouchère utilisait pour développer son esprit de service et pour que les clients ressortent de sa boutique de façon extrêmement contents, satisfaits. Alors, bonjour ma petite dame, vous êtes nouvelle ici? Bienvenue, on a de la blonde d'Aquitaine, je ne sais pas si tout le monde aime le bœuf ici. Tenez, donc, pour nos nouveaux clients, on a notre livret de recettes, le bœuf dans tous ses états. Alors ça, qu'est-ce que ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle de la réassurance. Merci, monsieur le client, ou madame la cliente en l'occurrence, de nous avoir choisi. Et puis, c'est du cocooning. Vous arrivez, vous êtes nouveau, on vous choisit. Avec ça, et alors ça, c'est le commis. Donc, la personne arrive et dit « moi, je veux ça, je veux ci ». Aujourd'hui, on a des rognons excellents. Franchement, vous m'en direz des nouvelles. Donc ça, c'est du cross-sell. On peut penser que le client était venu pour rendre une entrecôte, on lui fournit d'autres choses, donc on fait du cross-sell, et puis on a un moteur temps réel où on dit que peut-être les gens qui aiment l'entrecôte aiment aussi les rognons. Statistiquement, ça marche. Et le commis, évidemment, il le sait, quand vous êtes dans une grande entreprise, c'est plus difficile. De l'onglet, mon pauvre monsieur, on était dévalisé aujourd'hui, mais je crois que vous aimez l'entrecôte, justement, j'aurais une super aujourd'hui. Tenez, je vous l'avais fait au même prix que l'onglet. Alors ce qui est important là, au-delà de tout ce qui est reconnaissance, fidélisation, etc., tout ce qu'on peut, et rentabilité long terme. Donc le commis boucher, il est capable de dire, moi je renonce à gagner de l'argent sur mon entrecôte aujourd'hui, parce que je considère qu'il est plus important d'avoir un client satisfait qui sort de ma boutique que de gagner de l'argent aujourd'hui sur mon entrecôte. Il y a aussi autre chose qui est important ici, et qu'on perd souvent dans les grandes entreprises, c'est l'autonomie des acteurs sur le terrain. Le commis, il est capable de dire, alors que ce soit le commis ou le patron, enfin le mari de ma bouchère, il est capable de dire, voilà, je sors un peu du script, quoi. Je sors un peu de mes plates-bandes, et puis allez, c'est pas grave, on va perdre aujourd'hui 1 euro sur le kilo d'entrecôte, mais c'est pas grave, j'aurais gagné un client content. Alors, bonjour madame, c'est longtemps qu'on ne vous a pas vu. Quoi, la dernière fois, vous n'avez pas été contente du gigot? Écoutez, on a eu un problème avec un fournisseur, on a arrêté de travailler avec lui. Achetez ce que vous voulez aujourd'hui, si vous n'êtes pas contente, on vous rembourse. Pareil, autonomie. Important également dans l'attitude, on ne remet pas en cause ce que pense le client. Le client, il a le droit de ne pas être content du gigot. On ne va pas dire, attendez, c'est un super gigot, quoi. Vous êtes fou. On verra tout à l'heure que toutes les entreprises ne réagissent pas de cette façon. Enfin, tout à l'heure, assez vite. Achetez ce que vous voulez, si vous n'êtes pas contente, on vous rembourse. Donc là, c'est de la rétention proactive. Donc, il y a un risque client, mais on est capable, par ces actions-là, de la retenir, du CRM analytique, et puis de l'autonomie, toujours cette chose importante qu'on perd parfois chez les grands acteurs, pour les gens qui sont en contact avec la clientèle, cette capacité à sortir de rôles qui sont prédéfinis. Ah, monsieur X, quel plaisir, vous allez bien, on vous a préparé votre commande. Tenez, pour payer, on fait comme d'habitude, vous réglez tout ça à la fin du mois, ça vous évite de faire la queue. Segmentation, programme de reconnaissance, traitement différencié pour les meilleurs clients, etc. Bon. Alors, tout ça, ce qu'on peut se dire, c'est facile au niveau d'une bouchère qui a tout ça en tête, dans son cerveau de bouchère, mais
ce qui est difficile, c'est lorsqu'on passe à une étape, à une taille beaucoup plus importante, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour capitaliser sur ces bonnes pratiques, notamment tout ce qui est autonomie, responsabilisation, intéressement des gens, et puis toutes ces capacités un peu à personnaliser la relation, à faire des traitements différenciés, à reconnaître, à apprécier, tout en maintenant quand même la rentabilité, parce qu'on n'est pas là juste pour faire plaisir, hein, on est aussi là pour gagner de l'argent. Alors, bon, en plan attente client versus effectif des entreprises, on verra qu'il y a un décalage. Je vais vous présenter le modèle discipline de valeur et du concept d'intimité client qu'on a développé chez nous, et vous verrez quelles sont les différences peut-être entre les modèles des entreprises qu'elles essaient de développer et puis le fait de traiter effectivement le client, puis la traduction opérationnelle pour les entreprises, les préconisations qu'on pourrait faire à notre échelle assez humble. Alors, état des lieux à date. Alors, qu'est-ce que les clients aiment? Les clients n'aiment pas attendre. Ça, c'est vrai dans le retail, c'est vrai au guichet de la RATP. Les entreprises elles optimisent les dispositifs en fonction des flux, qu'on passe du temps avec eux, les clients. Les entreprises cherchent à optimiser la durée moyenne de traitement. Alors quand je dis les entreprises, n'y voyez pas toutes les entreprises. Un grand nombre d'entreprises, ça a été la tendance ces dernières années. Y compris d'ailleurs avec des gens comme nous. Donc nous, le brief de nos missions, c'est parfois, écoutez, voilà, nous passons trop de temps, nos conseillers passent trop de temps au téléphone, avec les clients. Donc optimisez ça. Très bien. Les clients, ils aiment qu'on les reconnaisse, qu'on leur montre des signes d'attention et qu'on personnalise le service. Une grosse tendance, c'est de standardiser le produit et le service pour que vous ayez le même service dans un hôtel qui se trouve à Singapour ou dans le 8e à Paris. Pouvoir contacter quelqu'un d'entreprise à n'importe quel moment qu'il prenne en compte sa demande. Donc les entreprises, même écrire à la limite au PDG. Les entreprises mettent en place des dispositifs d'intermédiation, ce qui fait qu'il est impossible de parler à un salarié en particulier, mais à toutes les plateformes, que ce soit du web ou du call center. Et puis que les décisions le concernent se prennent là, tout de suite, maintenant. Ce qu'on met en place, les entreprises ont mis en place, c'est on scripte les réponses, donc on scripte les cas clients, et on met en place des procédures d'escalade lorsque ça sort un peu du script. Donc certaines stratégies, encore une fois, n'y voyez pas là une universalité. Il y a certaines tentations pour revenir en arrière, mais elles vont à l'encontre de l'esprit de service tel qu'un client de Madame la Bouchère le perçoit. Et donc, alors sauf quand par hasard, leurs intérêts court terme rencontrent ceux de leurs clients. Un bon exemple, c'est le site web, ce qu'on appelle le self-care. Ça plaît au client parce qu'il peut commander 24 heures sur 24, à son rythme, etc., de chez lui. Et puis, il se trouve que c'est moins coûteux que d'aller dans une boutique ou d'appeler un call center. Et donc, les intérêts, c'est du win-win, comme on dit. Donc, les intérêts des entreprises et des clients se rencontrent. Alors, pourquoi il y a un décalage? Je ne vais pas revenir, je vais passer assez vite. Bien sûr, il y a une pression sur les coûts. Il y a ce qu'on a dit, une organisation qui devient centralisée au fur et à mesure que l'entreprise grandit, donc avec des couches qui se multiplient entre le client final, le stagiaire, qui est votre interlocuteur au guichet, puis toutes les couches de management. Le fait que dans effet taille, et en plus c'est complexifié dans certaines entreprises, l'exemple d'ADP est un cas d'école sur le fait que vous faites appel à des partenaires, donc des sociétés sur lesquelles le contrôle est plus difficile, en tout cas différent d'avec ses propres salariés. Et puis le concept client. Alors ça pour nous c'est une manne, c'est-à-dire qu'il y a des missions qui durent des mois sur ce qu'on appelle des référentiels clients. Donc c'est simplement le fait de dire mais c'est quoi un client? Et on a vu que c'est pas si facile. Et moi j'ai passé c'était dans une autre vie, mais 6 mois chez Bouygues Télécom à compter les clients prépayés. C'est pas que c'était dur de les compter, on arrivait à compter les téléphones, mais les clients on n'y arrivait pas. Qu'est-ce qu'un client prépayé? Est-ce que c'est l'acheteur? Est-ce que c'est l'utilisateur, sachant que les postes changent de main? Est-ce que lorsque le poste n'est pas utilisé, est-ce que c'est déjà un client, etc., etc. Donc 6 mois. Est-ce qu'il y a des impacts assez forts sur la considération et qu'on peut avoir sur ces fameux clients, personnes qu'on a à un moment donné en face de soi? Alors, pourquoi est-ce que, au-delà de ces raisons-là, est-ce qu'il y en a d'autres qui font que les entreprises négligent les clients? Alors, nous, ce que l'on pense, ça c'est notre modèle,
Ça s'appelle les disciplines de valeur. Il se trouve que tout le monde a le mot customer-centric à la bouche, ça se trouve dans toutes les prêses que les conseils d'administration ont entre les mains, mais dans la réalité, les entreprises se spécialisent, elles adoptent ce qu'on appelle une discipline de valeur dans notre jargon, et sur laquelle elles essaient d'exceller. Or, certaines de ces disciplines de valeur, je ne dirais pas qu'elles sont non compatibles, mais elles ne mettent pas l'intérêt du client au cœur du modèle. Donc je vais parler de ça, et puis je vous ai préparé des vidéos, histoire de... Elles ne sont pas très longues, donc j'espère que... Après, il me laissera 5 minutes pour les préconisations, mais c'est en général le temps que l'on a dans nos présentations. Donc, il y a 3 disciplines de valeur. La première, c'est l'excellence opérationnelle. Pensez à des entreprises comme BIC, comme EasyJet, ou Ryanair, comme Toyota, dans le mode un peu plus industriel. Ce sont des sociétés qui font un produit standard avec des choses, avec des process d'utilisation pareils, standards. Et dans ce cas-là, il est clair que c'est la standardisation à outrance, c'est un coût qui est un rapport qualité-prix qui est intéressant. Mais par contre, le prix à payer pour les clients, c'est qu'il faut que le client rentre dans les processus. Donc, un bon exemple, c'est McDonald's. Votre grand-mère n'a jamais fait en sorte que vous puissiez débarrasser votre plateau quand vous étiez enfant. McDonald's y arrive. Si jamais vous ne débarrassez pas le plateau chez McDo, vous n'êtes plus un client, vous êtes un gêneur. Voilà. Donc, alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais ça veut dire qu'il faut faire attention. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des choses, on ne peut pas transformer du jour au lendemain une entreprise comme ça en étant customer-oriented, customer-centric, en plaçant vraiment le client au cœur du modèle. Je passerai les vidéos après, peut-être, en bloc. Supériorité produit. Supériorité produit, vous avez un produit et vous considérez qu'il est, et vous arrivez à le prouver au marché, qu'il est meilleur que celui de vos voisins. La base du modèle, c'est la vision, c'est le talent, c'est le travail. Donc imaginez des équipes d'ingénieurs en train de bosser sur le concept qui va faire que vous allez craquer pour un produit et vous êtes prêt à mettre plus cher sur ce produit. Donc là, on va penser à des boîtes, les fabricants automobiles allemands, à Apple, etc. Ce sont donc, l'organisation, en fait, met en valeur des gens qui sont capables d'innover, des équipes qui sont capables de travailler sur ces projets d'innovation, et elles gèrent des cycles de vie. Alors là, le client, comment il est considéré? Eh bien, il est mal considéré. Pourquoi? Parce que le client, on considère, ces entreprises-là considèrent que il a de la chance de nous avoir, et on lui met entre les mains, on est bien gentil, on condescend à lui mettre entre les mains un produit qu'il a la chance, qu'il est un privilégié d'utiliser. Donc, encore une fois, il y a une certaine limite inhérente au modèle, c'est qu'à moins de se transformer radicalement, ces entreprises-là ont du mal à mettre le client au cœur. Et puis, la dernière discipline, c'est celle de l'intimité client. Alors, l'intimité client, c'est très présent dans le B2B. Ce sont des gens qui comprennent, qui intègrent le client dans leur processus, qui sont capables de personnaliser le produit quasiment à outrance et qui connaissent souvent le client mieux que lui-même. Alors, des exemples abondent dans le domaine du B2B. Je vais prendre un seul exemple, ça ne fait pas plaisir, mais ce n'est pas grave. C'est nos amis d'IBM. IBM est né sur la supériorité produit, c'était les mainframes, vous savez. Vous vous souvenez peut-être pas, mais moi non plus. Mais c'était des ordinateurs qui rentraient à peu près dans la taille de cette pièce et qui opéraient les back-office des banques, typiquement. C'était les seuls à pouvoir faire ça. Donc, supériorité produit. Et puis, ils se sont dit, au fur et à mesure que l'informatique s'est démocratisée, qu'il y avait des PC de plus en plus petits qui faisaient les mêmes opérations, ou des serveurs, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est simple, nous avons accès à toutes les directions informatiques, directeurs achats, et même les directions générales de nos grands comptes. Donc, on va profiter de l'accès qu'on a avec ces gens pour leur vendre tout un tas de choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, IBM fait du service, du soft, etc., etc. Et IBM n'est plus en état de supériorité produit. Ils n'ont pas un produit qui, je pense, alors je ne sais pas s'il y a des gens d'IBM dans cette salle, ils me contrediraient peut-être, mais
n'a plus un avantage absolu comme il l'avait jusque dans les années 70, mais ils ont encore un accès à leurs clients et une capacité à vendre toute une gamme de produits et à s'intégrer dans les processus qui est extraordinaire. Voilà, je fais la pub d'IBM. Et alors, autant nous, on était embêtés parce qu'on ne trouvait pas trop d'exemples dans le B2C. Et on a un exemple qui là revient, commence à faire du buzz. C'est l'exemple de Zappos. Je ne sais pas si vous connaissez Zappos. Donc ce marchand en ligne de chaussures, ça vient de zapatos, qui veut dire chaussures en espagnol, et qui a mis le service client, la connaissance des clients au cœur de son modèle sur un produit assez standard. En fait, c'est des pompes sur Internet. Bon. Et aujourd'hui, alors c'est un succès, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à marier cette discipline avec le succès financier, puisque, alors, ils ne publient pas de compte, ils ont été rachetés pour 800 millions de dollars après 10 ans de vie par Amazon. Le fait d'avoir un très bon produit supérieur à celui de vos voisins ne veut pas dire que vous traitez vos clients, n'implique pas forcément que vous traitiez vos clients comme, disons, des parties négligeables. Et le fait d'être excellent opérationnellement ne veut pas dire que, encore une fois, vous cédez juste au diktat du coût par interaction. Donc, les sociétés se sont dit, toutes les sociétés se sont dit, il est important qu'on atteigne sur les 3 disciplines, produit, excellence et client, un niveau minimum au moins. Et donc, elles travaillent sur certaines dimensions. Simplement, ce que j'aurais aimé vous montrer, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc tout ça est une histoire de cohérence. Vous ne transformerez pas un Audi ou un Apple en chantre de l'expérience client du jour au lendemain, et vous ne transformerez pas un Ryanair en prince de l'intimité client ou de la relation, de l'esprit de service demain. Ça va ? Bon. Et donc il faut plutôt trouver des façons, quand vous essayez d'instiller de l'esprit de service au sein de ces entreprises, il faut essayer de le faire, je ne dirais pas par des moyens détournés, mais par des moyens qu'elles peuvent accepter. Et c'est là où je vais vraiment avoir besoin de mes transparents. Pour déstabiliser, en particulier les consultants ou les professeurs. Le système ici est conçu pour ça. Quand on a une certaine expérience d'être déstabilisé par la technologie, alors, on se dit bon. Oui, et puis vous voyez, je suis le chantre du fait de sortir des scripts, et même moi j'ai un peu de mal. Donc, ce qui est un enseignement en tant que tel, qui montre à quel point les scripts, encore une fois, comme la langue des hommes, ce qu'il y a de mieux et ce qu'il y a de plus risqué. De plus risqué. Non, il n'y a aucun espoir. 28 minutes 52. Dans 28 minutes, là, on sera tous hors de la salle. Donc, il ne faut pas espérer attendre les 28 minutes. Par contre, on peut assez rapidement... Alors, je vais essayer de synthétiser ça. Quand vous êtes une société d'excellence opérationnelle... C'est dommage, les vidéos étaient bien, mais c'est pas grave. Non, mais vous allez revenir. Je vais revenir avec mes vidéos. Voilà. Vous allez revenir et vous allez faire revenir nos invités pour les vidéos. Quand vous êtes une société très excellence opérationnelle, ce que vous devez faire, c'est instaurer cet esprit de service dans vos process assez standards. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va mettre en place ce qu'on appelle, nous, la relation personnalisée de masse. Ça veut dire que dans des process one size fits all, on va essayer de mettre en place des dérivations personnalisées. Alors, c'est une approche qui est assez à la fois en termes de processus, mais aussi en termes de technologie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça se décline ? Ça veut dire, évidemment, des moteurs de connaissances clients, une capacité à personnaliser l'offre à travers des composants unitaires, par exemple, donc un moteur de configuration. Ça veut dire aussi que, on valorise évidemment le fait de récolter de l'information sur les clients, et donc le process, on doit créer des nouveaux process qui ne sont pas juste des process faits sur la transaction, mais également sur le recueil d'informations. Donc, et tout ça permet d'introduire des variations qui sont automatisées derrière, mais qui pour le client fait en sorte qu'il est lui-même, etc. Alors, sur tout ça, il y a un enseignement que j'ai trouvé assez intéressant. On était chez un client qui s'appelle, vous connaissez tous, si vous êtes plutôt un adepte des trains et non pas des avions, c'est Thalys. Les sociétés de chemin de fer, c'est très excellence opérationnelle en fait. On essaie vraiment de faire en sorte que tous les trains arrivent à l'heure,
partent à l'heure. C'est une chaîne très complexe, comme dans le cas d'ADP. Et donc, il faut que tout ça soit huilé. Ce qu'ils ont mis en place, c'est des initiatives dites de marketing de l'attention. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on met en place des petits trucs pour les clients, des petits cadeaux, etc. Par exemple, à la fin de voyage, ils vous donnaient un chocolat. Alors, ils vous donnaient un chocolat en première classe. Hein. Leur marketing d'attention n'allait pas jusqu'à la seconde. Mais néanmoins, c'était une initiative. Et en 2009, quand la crise est apparue, ils ont serré les coûts, comme beaucoup. Et donc, ils ont dégradé un peu le service, etc. Ils ont supprimé quelques trains pour mieux remplir les autres. Parfait. Et ils ont supprimé les chocolats. Et ben, c'est ce truc-là qui, dans les réclamations clients, est apparu en tête sur la dégradation de service. Non, mais c'est comme quoi, symboliquement, les gens... Et d'ailleurs, ils les ont remis. Ils les ont remis en 2011, le temps qu'ils s'en aperçoivent et tout. Donc, ça veut dire que, vous voyez, c'est un truc bête hein, qui leur coûtait 15-20 centimes d'euros par attention, était hyper valorisé par les clients, en fait. À la limite, plus, il ne faut pas exagérer, mais peut-être un peu plus que le fait d'être entassé dans un train. En tout cas, que le wagon soit plein. Mais tout est compliqué. Car même quand il s'agit de chocolat, hier soir, au retour, relais H, sur un quai, j'achète un journal, très gentiment, et la vendeuse me donne des petits... Non, des petits bonbons chocolat. Bon. Et je lui dis, oui, merci, c'est gentil. Et j'ai emballé dans du plastique qui avait été soudé. Et alors, là, pas moyen d'arriver à ouvrir le truc. Alors, c'est pas grave, j'ai fini par le jeter, mais... Grande frustration. Alors, parce que pour le faire pas cher, on est obligé, c'est un cadeau, donc c'est pas cher, et hop, et paf. Alors, le monde en l'occurrence, est fait d'anecdotes parce que tous les deux voyages, ils donnaient des chocolats, mais aussi cette espèce de truc, de petite cloche belge, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui est remplie de confiture. En fait, c'est un truc que tous les enfants belges mangent quand ils sont gamins. Donc, c'est leur Madeleine de Proust, quoi. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et alors là, c'est-à-dire que les Belges, donc une fois sur deux, ils avaient ce bonbon-là qui leur rappelait leur enfance. Donc, c'était une expérience extraordinaire à la fin de chaque voyage où eux arrivaient sur Paris. Et en fait, là, on a eu des hurlements quand ils ont supprimé ça, quoi. C'est-à-dire que c'était une remise en cause, c'était au-delà de l'attention, c'est une remise en cause de la belgitude de Thalys, quoi. Voilà. Donc c'est extraordinaire des fois. Et alors, je voudrais juste... donc ça, j'ai parlé du modèle excellence opérationnelle, comment on instille de la personnalisation. Et il y a l'autre modèle qui est supériorité produit. Donc là, des sociétés souvent d'ingénieurs drivés par l'innovation produit. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, c'est simple, il faut valoriser les gens qui sont en contact avec qui ne sont pas au cœur de ce process. Il faut valoriser les gens qui sont au contact des clients. Donc ça veut dire quoi? Là, les gens d'ADP et de la Poste, on en parlait bien mieux que moi. On essaie de les intéresser, on essaie de mettre des indicateurs clients comme par exemple la satisfaction, la recommandation, le Net Promoter Score. Je ne sais pas si cette notion vous dit quelque chose. C'est en fait à la fin d'une interaction, vous dites « Est-ce que vous recommanderiez mon entreprise, monsieur le client ?» Donc c'est mettre un peu ces indicateurs-là dans leur quotidien et même baser une incitation dessus. C'est-à-dire ne pas avoir uniquement une incitation qui est basée sur la vente de voitures, pour prendre cet exemple, mais aussi sur la satisfaction du client lorsqu'il en prend livraison, ce qui est différent. Et par rapport à ça, et vous l'avez mis en évidence dès le début, avec la bouchère, qui est l'autonomie. On voit bien que si on veut que les gens soient motivés, il leur faut un degré d'autorité personnelle, d'autonomie. Plus on leur donne d'autonomie, plus on prend un risque par rapport aux standards de service. D'où l'importance de boucler en permanence pour que la réaction naturelle de l'agent au contact soit une réaction qui rentre dans la culture de l'entreprise sans qu'il ait besoin de s'appuyer sur une définition de ce qu'il a à répondre en temps déterminé. On pourrait peut-être entamer le débat là, puisqu'on a passé de 4 minutes le temps limite de la matinée qu'on n'a pas commencé le débat. Je voudrais juste finir une minute sur Zappos. J'ai essayé. Hein. Parce que j'ai fini après. J'ai fini de toute façon, j'ai plus... Zappos, allez-y, regardez leur site, regardez les films qu'il y a sur YouTube sur Zappos. Les gens, ils ont cassé les codes en fait. Ils ont dit, on veut une expérience waouh. Et donc, nous, on est site internet, donc il faut un site internet très bien, mais il faut aussi, les gens appellent des fois, parce que les chaussures, c'est compliqué, ça va pas avec mon pantalon, ma robe, c'est pas la bonne pointure, etc. Donc, quand on rappelle, il faut qu'on ait une expérience extraordinaire. Et donc, ça veut dire qu'ils ont supprimé les scripts. Donc, il n'y a pas de script. Il n'y a pas de temps limite. Donc, un client peut passer 5 heures avec un conseiller, c'est arrivé. Et puis, il y a une autonomie.
Ça veut dire que, par exemple, j'avais des slides, mais tant pis. Ça veut dire que un conseiller peut très bien dire, écoutez, on n'en a plus là, à votre pointure. On est désolé, celles qu'on vous a envoyées sont trop grandes. Ah oui, très bien. Et ben, je vais essayer de voir dans tous les détaillants où vous habitez si ce modèle existe encore en stock chez eux. Et ils le font, quoi. Et ils sont encouragés à faire ça, à sortir de leur logique de fonctionnement pour satisfaire toujours le client. Et c'est même devenu un objet de gag aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a des émissions en prime time où des nanas de CBS, journalistes, appellent le centre de service de Zappos et demandent des conseils sur comment, pour sa vieille mère de 70 ans, quelles chaussures elle peut choisir pour aller avec sa robe, mais alors est-ce qu'elle peut faire les courses avec, etc. Et on enregistre la conversation, et on voit la fille de Zappos qui répond, qui est calme, etc. Et je trouve que c'est un modèle qui est très intéressant parce qu'il casse les codes classiques qu'on met en place depuis 20 ans dans les centres clients.